poursuivent la voie que nous avons ouverte. Le dossier est ouvert à la CPI. De nombreuses victimes se sont constituées. S'ils décident de créer un mécanisme mixte sur le terrain sénégalais, le Sénégal a une expérience des juridictions de cet ordre-là. Ils l'avaient fait même avec un ancien président tchadien, vous vous en souvenez, Hissène Habré. Ils ont des hommes de droit suffisamment qualifiés, dont certains ne se sont pas compromis. Ils sont rares. Mes confrères sont les premiers sur cette liste, qui peuvent mettre en œuvre ces mécaniques-là. Et il y a enfin le choix de l'impunité, qui était le choix qui avait été fait par Macky Sall, celui de cette loi d'amnistie qui, en effet, en l'état, empêcherait des poursuites sur le territoire national. Et donc, il appartient à ces autorités de vous répondre. L'avocat, et ça me permet de répondre à la question du lien avec le peuple sénégalais, l'avocat est l'instrument de la volonté de son client. L'avocat, évidemment, fixe le cadre, traduit la volonté du client en des termes juridiques, dans le cadre qui lui a été fixé par la loi, c'est-à-dire par la volonté du peuple. Et quand le client de l'avocat est Premier ministre de son pays, eh bien, il peut lui suggérer de prendre des initiatives pour changer cette loi, pour la faire évoluer, pour l'amener quelque part qui serve son intérêt politique, celui de son peuple, donc, ou y renoncer. Et donc, à partir de là, mon travail a été fait. Mon travail a été fait, la base juridique et factuelle a été établie. D'ailleurs, la communication a été rendue publique, pas ses annexes, pas les 700 pièces que nous avons recueillies grâce à un effort extraordinaire du peuple sénégalais lui-même, qui nous a aidés à recueillir partout sur le territoire. Et je pense que le moment le plus émouvant, parce que mon confrère parlait de souffrance, moi je n'ai pas du tout souffert dans cette aventure, y compris à Rebeuss. S'il vous plaît, derrière, s'il vous plaît. Y compris à Rebeuss, c'était pour moi un sentiment de fierté extraordinaire que de me trouver aux côtés d'un peuple qui s'était levé. Je pense que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais je pense que vous vous rendez compte, parce que vous avez tous connu des moments, et j'en ai connu un qu'en sortant de la conférence de presse dont parlait mon confrère, nous avons, en fuyant les voitures qui nous pistaient, vous parliez de Jack Bauer, mais c'est un moment où on a dû changer à plusieurs reprises de voiture, mettre en place toute une série de stratégies pour déjouer les filatures, stratégie qu'on avait déjà mise en place pour me faire venir au Sénégal et qu'on avait appris notamment avec Wikileaks. À un moment, on a longé les plages et on a vu toute une jeunesse sur ces plages. Et je peux vous dire que c'est ces moments-là qui peuvent être très difficiles, lors desquels il peut être très difficile de ne pas vaciller, de ne pas se sentir seul, et de ne pas se dire que tout cela a été fait en vain, et qu'en fait, quelque part, nous serions fous ou dans l'erreur. Ces moments où, tout d'un coup, vous voyez une société qui accepte la violence, qui accepte de renoncer à sa souveraineté, du moins en apparence. C'était, souvenez-vous, quelques jours après l'arrestation d'Ousmane Sonko, lors desquels, pour la première fois, le peuple ne s'était pas levé. Et si je suis venu, c'est aussi pour cela. Parce que j'ai senti que Ousmane Sonko, à ce moment-là, pouvait être, pour la première fois, en difficulté dans une sensation de solitude qui pouvait être extraordinairement dangereuse pour lui, pour tous les militants qui croyaient à travers lui. Et la personne qui est à ma droite, qui a partagé ma cellule pendant ces quelques jours, elle a ressenti cette crainte et cette solitude. Et on en a parlé. On en a parlé de ce moment-là, de ce moment de tremblement où on se dit, mais en fait, on va rester là. Et la question que je me posais à Rebeuss, c'était celle-là. Parce que je voyais, on avait RFI, et je voyais qu'il y avait des manifestations de Gilets jaunes, je voyais qu'il y avait le barreau de Paris, et j'entendais surtout le silence de la France, du gouvernement français. Et je me disais, mais peut-être que je vais rester là. Peut-être que ce sera des mois, peut-être que ce sera des années. Et je l'aurais accepté s'ils avaient respecté les règles, eux. S'ils m'avaient arrêté, par exemple, sur le territoire sénégalais. J'aurais accepté une prise de risque, engagement, on sait où on va, on sait pourquoi on le fait, on assume, et on avait commencé à parler de stratégies de résistance à mettre en place à Rebeuss pour les mois suivants, à commencer par la coupure de contact avec les gardes pénitentiaires et l'importation de stratégies qui avaient été adoptées par l'IRA dans son combat contre le Royaume-Uni,
j'avais commencé à expliquer à quel point les prisonniers étaient le cœur de tout mouvement politique dans des stratégies de résistance dans lesquelles ils sont majoritaires dans un pays. Et à quel point, à partir des mouvements de prisonniers, tout un pays peut s'embraser. Et donc là, on réinjectait de la confiance et on cassait ce lien de solitude en étant avec eux. Je me souviens de ce moment où j'ai été exfiltré vers le tribunal pour... ils essayaient justement d'inventer cette infraction au séjour et où les chambres à côté ont commencé à crier pour m'accompagner à la sortie. Et là, c'est là où on a compris qu'on avait gagné. Parce que ce sentiment d'identification mutuelle, qui n'était pas évident, hein, entre moi et les Sénégalais, au départ, il n'y avait pas de raison particulière entre le petit Toubab, comme on disait, et ce moment où la prison rugit pour vous accompagner lorsque vous sortez de celle-ci, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, en prenant appui sur la force que vous-même vous lui avez donnée en venant les rejoindre, pour leur dire qu'ils n'étaient pas seuls, c'est le moment où vous comprenez que la victoire est proche. Et que celui qui est en face de vous, avec tout l'appareil d'État qu'il aura à ses côtés, aura du mal à tenir jusqu'à la fin. Et donc rompre ces stratégies de solitude était fondamental. Et donc le déclic, pour répondre à cette question, c'est tout simplement d'avoir vécu cette solitude quand j'étais aux côtés de Wikileaks et de Julian Assange. D'avoir vécu cette solitude de tant de gilets jaunes qui se sont retrouvés face au pouvoir avec tous les médias contre eux, stigmatisés, traités d'antisémites, de racistes, en gros tout ce qu'on utilise contre le pauvre en général pour lui dire de rester à sa place. Et d'avoir vu quelque part une lueur d'espoir encore vivante, quelque part dans le monde, mais en l'occurrence un pays qui parlait français, qui avait un lien avec mon territoire, et qui, comme le disait Cheikh Oulé-Chiba, à travers cette figure qui incarne une forme de panafricanisme complètement différente, mais qui est pour moi un intellectuel fondamental pour les années à venir, Kémy Séba, m'avait dit, il y a là un point, avec tous les désaccords que j'ai, il y a là un point, il y a là un endroit où il faut aller aider les personnes qui sont en train de se battre, parce qu'il y a une expérience des luttes que vous allez pouvoir mettre au service de cette personne, de ce peuple, et qui va peut-être l'aider de façon décisive à se sauver de l'oppression à laquelle ils étaient soumis. Moi, je ne suis pas juge de paix des luttes panafricanistes. Je n'ai pas mon mot à dire sur qui est légitime ou pas, parce que c'est justement votre combat. Mais par contre, en tant que personne qui représentait des gens opprimés de toutes couleurs, de toutes nationalités, sur de nombreux territoires et de nombreux continents, j'avais cette part en moi qui consistait à dire là, c'est décisif. Là, cet étau qui est en train de se resserrer, avec la fausse procédure en diffamation, avec l'accusation de viol, avec les procédures qui arrivent, avec la technicité de mes confrères, qui m'ont permis en quelques semaines d'être un contributeur, non seulement dans l'espace public, mais également dans la rédaction des écritures, avec les nullités sur l'affaire Banyang, etc. C'est-à-dire essayer de montrer qu'y compris techniquement, on était supérieur à eux. Parce que c'est la clé lorsque vous êtes face au pouvoir. Vous ne pouvez rien leur laisser passer. C'est-à-dire qu'en termes d'instruments, vous devez maîtriser leur instrument. La CPI, c'est exactement la même chose. Lorsque vous avez un gouvernement qui est obligé de sortir 4 ministres pour faire face et pour contredire à l'avance une communication que vous n'avez même pas encore faite auprès du bureau du procureur de la CPI, c'est que vous avez déjà gagné. Lorsqu'ils sont obligés de dire que ça n'a aucun sens, et ainsi de suite, c'est qu'ils savent que ça en a un. Et qu'ils sont dans de grandes difficultés. Et ça, c'est par la maîtrise des outils de l'adversaire que vous pouvez produire cet effet. C'est en étant meilleur qu'eux sur leur propre terrain. Et ensuite, c'est ce qu'on a vu dans de nombreuses étapes à laquelle mes confrères ont participé, évidemment, vous êtes face à un système qui fait tout pour vous écraser. Et donc, y compris lorsque vous avez raison, y compris lorsque vous avez les bons instruments, eh bien parfois, on trouve une façon de vous écraser, de contourner et de vous faire perdre. Mais, et je tiens à dire, ce pool d'avocats, et il faut qu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye s'en rendent compte, c'est ce pool d'avocats qui a permis la libération de ce pays. Et là, je peux l'expliquer. Quand je parle de ce pool d'avocats, je parle exclusivement de mes confrères sénégalais et de l'extraordinaire lutte qui n'est pas perceptible qu'ils ont menée à travers notamment la gestion des rythmes judiciaires. C'est-à-dire la capacité à émettre et à produire des recours au bon moment, en sachant ce qu'ils allaient produire ou pas, quelles étaient les chances de victoire, et en mettant en difficulté les magistrats qui, notamment au sein de la Cour suprême, savaient qu'ils ne pouvaient pas violer le droit, qu'ils pouvaient jouer avec le droit, qu'ils pouvaient tordre le droit, mais qu'il y avait une limite
Parce que s'ils ouvraient en fait cette brèche-là, au niveau de la Cour suprême, c'était fini. Soit l'autorité de la Cour suprême s'effondrait définitivement, soit ils permettaient à d'autres personnes de rentrer dans cette brèche et ils créaient du coup une situation d'insécurité juridique extraordinaire. Et ils ont su pousser dans leur retranchement. Et si la seule chose qui fait franchement ma fierté, c'est d'avoir pu avec eux chercher ces failles et avoir eu ces discussions extraordinairement techniques parfois en droit sénégalais pour essayer de trouver l'espace qui nous permettrait eh bien, de gagner encore quelques semaines, de permettre encore à Ousmane Sonko quelques semaines d'avoir espoir. Parce que je peux vous dire que si les condamnations avaient été définitives en septembre, en juin, en septembre, en octobre, en novembre, c'était fini. En fait, notre objectif et notre mission était laquelle? C'était de le déposer aux portes des élections. Au point où ils ont voulu, justement, retarder ces élections parce qu'ils étaient à bout d'arguments juridiques. C'est ça ce qui s'est passé. Et du coup, ils se sont mis dans une situation où l'apparence formelle du respect du droit n'était plus respectée, ce qui a forcé la désolidarisation, notamment des États-Unis. Et là, en fait, le droit provoque une bascule géopolitique. Parce que les États-Unis savent, ils ont des dispositions qui les empêchent, par exemple, de collaborer avec des États qui ont subi un coup d'État. Et c'était ce qui était en train de se passer au Sénégal. Et donc, en fait, avec la pression des sénateurs démocrates sur l'administration Biden, eh bien, lié à ce travail qui a été fait et dirigé par Bamba Cissé, eh bien, à partir de là, évidemment, la brèche qui s'ouvre et l'enchaînement qui permet de sortir de la dépendance et de la soumission que la France avait générée, cette acceptation tacite de cette noirceur qui commençait à s'infiltrer dans le Sénégal, et la libération précipitée, et évidemment la victoire extraordinaire permise par les forces des patriotes. Voilà ce que je voulais dire sur la question du déclic, et sur la question, peut-être ça me permet de finir sur la question du rôle de l'avocat qui, à mon sens, doit épouser son client. Il doit l'épouser, et la passion que j'ai pu ressentir, quelqu'un me demandait de hiérarchiser mes clients, de voir quelle place avait Ousmane Sonko parmi eux. Les clients les plus importants sont ceux qui ne sont pas encore libérés, y compris lorsque j'ai cessé de travailler avec eux, comme Julian Assange aujourd'hui, comme Noël Defour, le grand frère en Guadeloupe. C'est ceux-là qui nous arrachent une part de votre cœur qui reste à leur côté. Mais pour le reste, que ce soit Ousmane Sonko, Falafeur, même si je ne l'ai pas représenté directement à ce moment-là, mais plus tard, Papa Abdoulaye Touré et d'autres, que je les ai accompagnés pendant cette période, ou après, qu'ils soient anonymes ou pas, vous avez vu en fait un engagement intense et qui a pu apparaître extraordinaire pour Ousmane Sonko, mais c'est parce que c'est Ousmane Sonko qui était dans une position extraordinaire. Et cette position extraordinaire, c'est vous qui l'avez donnée. Vous portez un peuple. Mais cette passion-là, et je pense que c'est le propre de beaucoup de pénalistes, c'est tout simplement une passion qui s'étend à tous ceux qu'à un moment donné vous décidez de défendre et de protéger.